Et aujourd'hui, on va parler d'une femme injustement oubliée par l'histoire, une pionnière du cinéma, Alice Guy, réalisatrice, scénariste, productrice de plusieurs centaines de films. Elle a défriché les métiers du cinéma, participé à la construction de cette industrie avant Hollywood. Une vie hors norme, surtout pour l'époque. Aujourd'hui, son nom revient. Un prix porte son nom et Alice Guy est aussi l'objet d'un podcast en 6 épisodes chez Louis Média. Cela s'appelle Une autre histoire. C'est vous qui l'avez écrite même cette autre histoire, Yasmine Benkiran. Et vous, Brigitte Rollet, vous avez été l'historienne référente pour ce podcast. Vous êtes historienne du cinéma et de la télévision. Oui, enfin, je pratique l'histoire du cinéma, mais je ne suis pas historienne. Je le dis parce que les vrais historiens n'aiment pas qu'on usurpe des titres. D'accord, mais vous êtes en tout cas spécialiste. Je pratique en effet l'histoire du cinéma. Et Océane Gouanec est avec nous de la Chronique Culture. Elle va bien sûr parler d'Alice Guy avec nous. On va faire cet entretien ensemble. D'abord, Yasmine Benkiran, comment avez-vous entendu parler d'Alice Guy ? Eh bien, en fait, pour être tout à fait honnête, l'idée d'une autre histoire ne vient pas de moi. En fait, c'est la production qui est venue me chercher. Et l'idée de Louis Média, au-delà d'Alice Guy, c'était de faire un podcast d'histoire avec des femmes dedans. Donc, en fait, l'idée, c'est que c'est pas un podcast sur l'histoire d'Alice Guy, c'est un podcast sur l'histoire du cinéma, mais vu à travers Alice Guy. Et comme il se trouve qu'elle était là à la naissance du cinéma et qu'ensuite elle a été aux États-Unis au tout début d'Hollywood, on va dire, du coup ça permettait de raconter en fait en 6 épisodes tous les débuts de l'histoire du cinéma, mais à travers son point de vue, on va dire. Brigitte Rollet, en quoi la vie d'Alice Guy est exceptionnelle, surtout en cette fin du 19e siècle ? Enfin, je ne sais pas si c'est tant sa vie qui est exceptionnelle que le fait qu'elle a... C'est un cas d'école pour montrer la difficulté des créatrices en France comme ailleurs à accéder à la postérité, puisqu'en fait, c'est quelqu'un qui a défriché, vous l'avez dit, un terrain qui était totalement vierge et qui a été oublié alors même qu'elle était active, qu'elle était reconnue. C'est une femme qui a eu des prix de son vivant, qui a un record d'activité, d'action en faveur du cinéma, même si à l'époque personne n'y croyait beaucoup. Elle a défriché, elle a aussi essuyé un petit peu les plâtres. C'est sans doute pour cette raison d'ailleurs, parce qu'on n'y croyait pas beaucoup. Il faut rappeler aussi comment elle est entrée dans ce monde du cinéma. Elle vient d'un milieu bourgeois, son père fait faillite, meurt, elle va être obligée, puisqu'elle n'est pas mariée, contrairement à ses sœurs, de trouver un emploi. Donc elle fait une formation de sténographe. Elle va frapper, en fait, à, je ne sais plus... Le Mac Richter, et il se trouve que Léon Gaumont est là. Voilà, qu'elle avait déjà croisé ailleurs. Enfin, qu'elle avait croisé dans un immeuble, elle s'en souvenait vaguement. Oui. Et elle rencontre Léon Gaumont, qui lui dit, pour l'anecdote, qui lui dit « Vous êtes bien jeune ?» Et elle répond « Vous inquiétez pas, ça passera. » On va l'entendre tout à l'heure. Voilà. On a cet extrait, justement. C'est la petite anecdote. Et elle rentre secrétaire chez Gaumont. Et à l'époque, en fait, il faut vraiment comprendre, mais ça, Brigitte l'explique super bien, c'est que le cinéma, au départ, c'est une industrie. On ne parle pas d'art, on ne parle pas de fiction, on ne parle pas de tout ça. C'est vraiment une machine, en fait. Et elle va vouloir faire de la fiction. Et Gaumont lui dit oui, va faire tes trucs de fille si tu as envie, quoi. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve à être la première à faire une œuvre de fiction, en fait. Si vous voulez, on va écouter justement Océane avant un extrait, justement... de son premier film. On peut dire que c'est d'ailleurs le premier film de fiction du cinéma. Absolument. C'était Elle a fait Au Chou. On va écouter, elle en parle dans ce documentaire, les jardiniers de... Le jardin oublié, pardon, de Marquise Lepage. Je regarde un extrait tout de suite. C'était des scénarios que vous écriviez vous-même ? Ah oui, c'était même pas des scénarios à ce moment-là, c'était des petites histoires que je fabriquais comme ça, n'est-ce pas? Et quelles étaient ces histoires? La paix au chou, c'est l'histoire de deux amoureux qui ont envie d'avoir des enfants. Et nous avions mis des choux en carton. Et nous avions mis des poupons en bois, sauf un. Et la maman était très inquiète. Les amoureux trouvaient ça derrière le chou, vous voyez, c'était pas terrible. Non. C'est donc ça, le premier film réalisé par une cinéaste femme. La Fée au Chou, 1896, c'est ça? C'est la difficulté, et c'est pour ça que quand on parle de postérité, cette question revient systématiquement, de savoir est-ce que c'est le premier film, est-ce qu'il a bien été fait par Alice Guy? On voit bien qu'il y a des espèces d'enjeux autour de la mémoire qui fait que quand Yasmine a commencé à écrire, moi je passais derrière en disant...
pour certains historiens, c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont encore convaincus que non, c'est pas elle la première. Et on sent qu'il y a quand même une espèce de bataille autour de cette question-là, liée au fait qu'au cinéma des débuts, il n'y a pas de générique, qu'il y a toute une série d'éléments qui rendent difficile de tracer de façon ferme et définitive et de dire oui, c'est le premier film. Et, alors, on sait que c'est elle qui l'a fait, ça c'est évident, mais est-ce que c'est le premier? Il y a des histoires de dates et certains s'engouffrent dans ces failles pour remettre en question toute la vie et toute l'activité d'Alice Guise, qui est quand même particulièrement déplaisant. Mais ce que vous disiez, si je puis me permettre, ce que vous disiez au départ, le fait qu'elle soit secrétaire, je pense, joue sur le fait que dans l'historiographie, la création d'un art, qu'on la doive à une secrétaire, c'est quand même beaucoup moins chic et défendable que quelqu'un comme Méliès, qui est un magicien, qui est un artiste. Là, on tombe dans... Et on va écouter justement ce que lui a dit Léon Gaumont, que vous avez déjà évoqué tout à l'heure. Elle l'évoquait déjà dans le documentaire qu'on a déjà diffusé, Le Jardin oublié. Regardez. Moi, j'étais fille de libraire. Et j'adorais la lecture, j'avais beaucoup lu, j'avais fait un petit peu de théâtre d'amateur. Et enfin, il me semblait qu'on pouvait faire mieux. Et j'ai proposé à M. Gaumont de faire quelques scènes de cinéma. Il m'a dit oui, c'est une affaire de jeune fille, en effet. Eh bien, mon Dieu, vous pouvez essayer, mais à une condition, c'est que votre courrier n'en souffre pas. Voilà, on économisait un salaire en plus. Oui. Hein. Elle faisait ça, le premier film, elle l'a fait vraiment après ses horaires de bureau. Donc il faut imaginer qu'elle était secrétaire toute la journée, en plus dans des conditions de travail qui ne sont pas du tout celles d'aujourd'hui, et que le soir, elle faisait des films. Enfin, elle était vraiment... elle faisait ça non-stop, quoi. Et puis il y avait aussi, si on voit... lors de l'exposition universelle, les Lumières avaient eu beaucoup de succès en montrant des vues filmées. Et elle, justement, ce qu'elle veut, c'est aller au-delà de simplement on pose une caméra et on filme. Quand on regarde, en plus, il y a un effet comique involontaire au début et qui était volontaire par la suite. Mais on est dans quelque chose qui sont vraiment les balbutiements du cinéma. Et elle essaye d'en faire autre chose. Elle va introduire la fiction, en fait. C'est ce qu'elle explique. Voilà. Elle aime les romans, elle aime l'écriture, et c'est ça. Et elle va passer donc de ces petits films à des plus grosses productions. Quand elle va se retrouver aux États-Unis après, elle va même faire des westerns. Elle fait des westerns et elle va passer... Des péplums aussi. Tout à fait. Elle fait un premier péplum en France, déjà, avant de partir aux États-Unis. Et aux États-Unis, ce qui va se passer, elle y va avec son mari, en fait, à la base, pour vendre le chronophone. Le chronophone est une invention de Gaumont. Gaumont, il faut vraiment comprendre que c'est un ingénieur. Ce qui l'intéresse, c'est la technique, c'est la science. Et alors, je vous interromps un instant, mais c'était aussi pour Gaumont la vente de ces appareils, justement. Et Alice Guy, elle a proposé, si j'ai bien compris, de donner des petits films amusants avec l'achat de ces machines pour doper les ventes. C'était ça l'idée. Et c'est ce qui intéresse Gaumont. En gros, on vous montre ce qu'on peut faire avec notre machine. Et Alice Guy est si créative que, en gros, l'idée, c'est de montrer ce qu'on peut faire avec la machine pour derrière vendre la machine. On est quand même dans des intérêts qui sont économiques. Et Alice Guy se retrouve aux États-Unis pour vendre ce fameux chronophone. Finalement, son mari gère un studio pour filmer des phonocènes avec le chronophone. Et il n'est pas tout le temps utilisé, le studio, et elle se dit, tant qu'à faire, je vais faire des films. Et c'est là qu'elle crée justement les studios Solax, c'est ça? Elle fonde un des premiers studios américains. Oui. Et c'est dans le New Jersey, et on ne se rend pas compte, mais c'était le haut lieu du cinéma à l'époque, pas du tout à Hollywood, où à l'époque c'était quoi, quelques ranchs seulement, c'est ça? Oui. Il y a eu des lieux différents et aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne reste déjà plus grand-chose physiquement pour rendre compte de l'importance qu'a représenté le New Jersey pour le cinéma des débuts. Parce que c'est vrai que c'est la difficulté aussi, quand on s'intéresse à ces questions-là, qui est que le présent va progressivement manger le passé et faire de telle sorte qu'on ne se souvienne pas toujours très bien de ce qui a précédé. Et ce que faisait... il y a eu les westerns, mais en effet, elle a tourné en France, c'est La Passion du Christ, qui était... Alors, la Bible a été vraiment une source très importante, mais ça, c'était en France. Et alors, elle a été victime, sur ce film, de ce qu'on appelle l'effet Mathilda. On a dit longtemps que c'était son assistant, Victorin Jassin, qui avait réalisé le film. Oui, et on a après, dans les catalogues, par contre, on lui prêtait le film Les méfaits de la tête de veau. Qu'elle déteste. L'effet Mathilda, c'est bien sûr justement ce phénomène qui fait que dans les sciences, dans les arts, les hommes prennent la place des femmes qui ont créé, inventé, voilà. Mais ça,
toute la vie d'Alice Guy est marquée par ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même sans tomber dans la théorie de la conspiration, mais il y a quand même une volonté d'effacer ce qu'elle a fait, ce que Gaumont, y compris Gaumont d'ailleurs, fera quand il rédigera la première plaquette sur l'histoire des sociétés Gaumont. Alors votre podcast la réhabilite. Alice Guy, c'est un exemple justement qui questionne sur la place des femmes dans le cinéma. Justement, Océane, vous avez vu un documentaire sur cette question, Pygmalion, qui sort la semaine prochaine. Oui, c'est un documentaire avec des interviews de femmes qui travaillent dans le milieu du cinéma. Donc il y a des agents, des chefs opératrices, des réalisatrices. Alors ce qu'elles ont tout en commun, c'est qu'elles ont réussi par eux-mêmes. Elles se battent, c'est des femmes fortes. Nous étions à l'avant-première, c'était au cinéma Le Grand Action, qui est tenu par une des Pygmalionnes. Justement, je vous propose de regarder un reportage avec Guillaume Gouet. Bienvenue. Présenter des avant-premières, c'est un quotidien pour cette exploitante de cinéma. Mais ce soir, Isabelle passe de l'autre côté du décor. Elle est l'une des protagonistes du film projeté. Quand je suis arrivée, je ne savais absolument pas quelles questions tu allais me poser. Exploitante, chef opératrice, actrice, agente, ces 11 femmes interviewées travaillent toutes dans le milieu du cinéma et ont un point en commun. Elles se sont autoconstruites. Elles sont aujourd'hui des Pygmalionnes, des femmes qui inspirent. Une femme exigeante sur un plateau est une emmerdeuse. Un homme exigeant sur un plateau est un travailleur. C'est à peu près ça, malheureusement. Si l'idée de ce film a germé au moment de l'affaire Weinstein et du mouvement MeToo, elle essaye de s'en détacher. Le but, montrer qu'une autre réalité est possible. Choquante, mais bon. J'en avais marre en fait d'entendre les femmes toujours présentées comme des victimes à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de témoignages qui sont sortis, heureusement, ça fait du bien, ça fait avancer les choses, ça libère la parole, mais il y a eu ce contre-pied un peu médiatique aussi peut-être, de montrer les femmes que comme des victimes à partir de ce moment-là. Et moi je dis mais c'est pas l'image que j'ai de la femme. C'est plutôt celle-ci l'image qu'il faut garder. Ces 82 femmes montant les marches du Festival de Cannes en 2018 pour demander l'équité, un symbole fort qui a résonné au-delà du milieu du cinéma. Vous savez, c'est comme dans la vie. Le cinéma n'est pas différent de la société dans laquelle on vit. C'est un reflet, c'est un microcosme. Mais ce qu'on vit nous en tant qu'actrices, les femmes de tout métier le vivent ou peuvent le vivre. On a essuyé les plâtres, on a ouvert la trace. Et donc, derrière, ça sera plus simple. Et cette idée-là, elle me plaisait comme à une époque, il m'a plu de me dire que j'attaquais ma vie avec le souci de l'avortement en moins, puisque devant moi, des femmes avaient fait le boulot. 11 femmes, 11 muses qui soufflent à travers ce film et ses témoignages un nouvel espoir aux prochaines générations. Brigitte Rollet, Yasmine Benkiran, une réaction justement à ce documentaire, à ces témoignages? Moi, ce que je trouve très bien, c'est qu'on y entend des voix et on voit des personnes qu'on ne voit pas nécessairement ailleurs. Et ça, c'est plutôt une grande avancée parce qu'on a toujours l'impression d'un cinéma un petit peu monochrome. Et donc ça, je trouve ça très bien qu'il y ait cette ouverture. Oui, c'est vrai que les choses sont en train de changer. En tout cas, beaucoup de gens, femmes et hommes d'ailleurs, se battent pour que les choses changent. Et donner la parole aux femmes Enfin, le cinéma est important dans le sens où il crée une mythologie, il crée quand on est enfant, qu'on regarde des films de cinéma, ça nourrit l'imaginaire, et ça crée un imaginaire collectif en fait. Donc c'est très important d'avoir dans la culture populaire des femmes qui soient inspirantes. Donc en fait, c'est important d'avoir des films avec des rôles de femmes qui soient inspirants pour tout le monde, en fait. Et c'était Olga Petrova, justement, chez Alice Guy, cette actrice qui ne voulait pas jouer les ménagères, mais les femmes fortes, par exemple. Même si les ménagères peuvent être bien sûr, mais elle disait je ne peux pas jouer les journées particulières. Évidemment. Elle est inoubliablement. Des Torres Scola, ouais. Alors, dans ce documentaire, on retrouve plusieurs thématiques, le harcèlement bien sûr, mais aussi la maternité, les inégalités salariales et les fameux quotas. Je vois d'ailleurs que vous avez un pipine 50-50. Oui. Qu'est-ce qu'on n'en est pas encore là? Le quota, l'objectif 2020, c'est toujours pas ça. Non, mais quand on voit ce qui se passe en Suède, quand on voit ce qui se passe au Québec ou dans d'autres pays où les choses bougent, on se rend compte que ce qui a été... Alors, on me dit chaque fois, oui, mais la Suède, c'est un petit pays, combien de divisions et combien de films par an? Mais si la Suède a réussi à mettre en marche ça, le quota, ça veut dire que la moitié des financements publics, ça ne veut pas dire que la moitié des films, on n'en est pas là.
Mais ce serait déjà très bien de considérer que dès lors qu'il y a un financement public, il faut qu'il y ait une parité dans les attributions. Ça, moi, j'y suis tout à fait favorable. Il y a le CNC a mis en place d'ailleurs avec le collectif 50-50 un système de bonification qui fait que si 50% de l'équipe est féminine, l'État donne un peu plus d'argent au film. Donc il y a quand même des mesures d'encouragement qui sont mises en place et qui vont dans le bon sens. Alors, on a rencontré Zabou Bretman qui avait signé ce collectif 50-50. On l'écoute sur l'état des lieux 2020. On n'est pas encore à 50-50, mais là où on sera vraiment à 50-50, c'est quand on sera par exemple à 60-40. On peut aussi avoir plus de femmes que d'hommes sur un festival. Donc on n'est pas du tout là. C'est compliqué, il faut que ça s'impose par des quotas. C'est pas toujours... tout le monde dit oui, mais alors ça sera moins bien. Oui, mais enfin bon, si on veut que ça arrive avant que la Terre n'explose, c'est maintenant, c'est-à-dire qu'il faut une génération. Et l'idée, elle est très simple, c'est que la petite fille qui est dans son coin et qui voit un film à plus de 10 millions d'euros réalisé par une femme, se dit ah bah tiens, bah peut-être je le ferai. C'est exactement ce que vous disiez. C'est exactement ça. Et puis en même temps, moi, qui est passé 10 ans de ma vie en Grande-Bretagne, où cette question des quotas, elle est beaucoup moins taboue qu'en France. Quand je suis rentrée, enfin je suis rentrée il y a 20 ans maintenant, mais il y a eu une époque, on disait tabou, c'était vraiment, ça restait un tabou. Et je m'étais dit, chaque fois qu'on me posait la question, vous voulez pas des quotas, je disais si. Et je me disais, en fait, c'est un peu le syndrome du troll sur un site, on vous force à répondre à des questions qui ne sont pas celles pour lesquelles vous êtes là et que vous discutez. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'il fallait trouver des éléments de langage, et l'élément de langage que je vous ressors là, c'était de dire mais ils existent déjà, les quotas. Les quotas sont là. Quand on voit, j'ai participé à l'enquête d'Eva sur les femmes réalisatrices en Europe, c'est 25 et 75. Donc ils sont là, ils sont implicites, ils ne sont pas dits. Il faut peut-être un petit peu les modifier et faire en sorte de les rééquilibrer. Et il y a eu aussi l'affaire Weinstein, dont le procès a commencé. C'est d'ailleurs ça qui a tout lancé. Est-ce qu'on a vu d'ailleurs une vraie évolution à ce niveau-là dans le cinéma depuis cette affaire, depuis 2 ans maintenant? De prise de parole, en tout cas, clairement. Avec Adèle Haenel récemment aussi. Oui, tout à fait. Oui, mais moi je pense qu'il faut, comment dire, il ne faut pas non plus s'imaginer que sous prétexte qu'on en parle, et ça c'est important, parce que le sujet est sorti des cercles spécialisés, et ça moi je m'en réjouis. Mais de là à se dire Hollywood va changer, et tout va changer, etc., Hollywood c'est une question de gros sous. Et si on se rend compte que les gros sous, les choses en faveur des femmes, etc., peuvent être rentables, je suis désolée, je ne suis pas cynique, mais il y a du cynisme parce qu'on est dans un système capitaliste. Donc le cinéma, c'est pas de la philanthropie. C'est une industrie. Et en France aussi, on l'oublie, mais c'est une industrie. Donc en fait, on voit bien aux États-Unis, par exemple aux derniers Oscars, qu'il n'y a pas une seule femme, alors qu'il y a eu énormément de films faits par des femmes qui ont été rentables en plus. Donc ça montre bien qu'il y a des blocages qui sont autres que financiers et qui restent quand même un petit peu liés à une certaine vision qu'on se fait du cinéma, du succès et des films à gros budget. Et qu'on espère voir changer. Merci Yasmine Benkiran, merci Brigitte Rollet d'être venue sur notre plateau, merci Océane Gonek d'avoir été avec nous. Je rappelle le podcast Une autre histoire, on peut l'écouter sur Louis Média et voilà, vous pourrez écouter toute l'histoire d'Alice Guy qui est une histoire assez exceptionnelle quand même. Inoubliable. Merci à vous d'avoir été avec nous.